Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir l'immigration au cœur de la campagne. Quelle politique d'immigration doit adopter la France? Sur ce point, il y a de vraies fractures entre les candidats. François Hollande revendique une immigration intelligente. Nicolas Sarkozy durcit le ton. Quant à Marine Le Pen, elle veut diviser par 20 le nombre d'entrées d'immigrés en France. Alors, pour en débattre, deux invités. Bonsoir Delphine Batho. Bonsoir. Députée socialiste, vous êtes l'une des porte-paroles de François Hollande. Face à vous, Florian Philippot, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, comme chaque semaine, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Alors Delphine Batho, François Hollande s'est jusqu'à présent assez peu exprimé sur le sujet. Il met en avant un concept, celui de l'immigration intelligente. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence avec l'immigration choisie mise en avant par Nicolas Sarkozy? On ne comprend pas très bien pour l'instant. D'abord, ce que François Hollande a mis au cœur de son projet, c'est le redressement de l'économie. C'est le redressement de nos finances publiques, c'est la justice, c'est l'espérance avec cette question de la jeunesse. Ensuite, sur la politique d'immigration, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une maîtrise de l'immigration, de ces flux migratoires qui sont incontournables. Il y a dans certains secteurs, manifestement, malgré la situation de crise, c'est ça le paradoxe, et peut-être qu'on approfondira cette question, des besoins de l'économie. Et donc il souhaite qu'il y ait en transparence un débat démocratique chaque année au Parlement sur quels sont ces besoins de l'économie française, s'ils sont réels dans un certain nombre de secteurs précis. Ça, c'est la première chose. Maîtrise des flux migratoires, oui. Juste sur ce point qu'on comprenne bien. Maîtrise des flux migratoires, ça veut dire quoi? Des quotas à l'entrée? Comment ça fonctionne? Non, ce n'est pas des quotas. Je n'ai pas utilisé le mot de quotas. Cela veut dire qu'il peut y avoir dans certains secteurs, je vais vous prendre un exemple dans ma circonscription, dans une maison de retraite, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a plus d'infirmière pour faire ce travail et donc la maison de retraite a fait appel à une infirmière d'origine portugaise qui maintenant fait ce travail et va s'installer durablement dans les Deux-Sèvres. Ça correspond aujourd'hui à un besoin. Et au niveau national, je vais vous prendre un autre exemple. Dans un abattoir de ma circonscription, qui est un métier très difficile, dans le secteur de l'agroalimentaire, où les conditions de travail sont pénibles, il y a une entreprise qui fait appel régulièrement, en intérim, à de la main-d'œuvre immigrée, en l'occurrence européenne. Il y a une discussion, puisque d'un côté, vous avez un chef d'entreprise qui dit « je ne trouve pas de salariés pour faire ce travail pénible, difficile, je ne trouve pas d'ouvriers qualifiés dans ce domaine. Il n'y a pas sur le marché de l'emploi de gens capables de faire ce travail. Donc je fais appel à l'immigration. » Et d'un autre côté, vous avez les syndicats qui vous vont dire, de façon aussi assez légitime, que les salaires ne sont pas suffisants, que les conditions de travail... que les conditions de travail sont difficiles, que la pénibilité des métiers n'est pas reconnue, ce qui fait que ce métier de travail dans les abattoirs n'est pas attractif et donc va contester, si vous voulez, la version du chef d'entreprise. Et ce que nous disons, nous, c'est que ce débat doit avoir lieu chaque année au Parlement pour déterminer les secteurs où, effectivement, on peut admettre qu'il y ait un flux d'immigration. Je parle que de l'immigration économique, là. Parce que ça, pour l'instant, voilà, je considère que... Il y a aussi le regroupement familial, mais on va y venir dans un deuxième temps. Là, on parle de l'immigration économique. On est sur des droits fondamentaux. D'accord. Donc, sur l'immigration économique, on vous a bien entendu, un débat annuel au Parlement. Oui. On fixe les secteurs où, apparemment... Visiblement, on a besoin effectivement d'immigrés qui arrivent en France. Est-ce qu'on va jusqu'à fixer un nombre par secteur ou alors est-ce qu'on laisse la discussion se faire? On ne peut pas préjuger de ce qu'est un débat au Parlement, mais on n'est pas dans la logique des quotas, si c'est ça votre question. Deuxième chose, parce que je veux être complète sur ce qu'est la position de François Hollande, bien sûr, puisque c'est un débat. En ce qui concerne l'immigration clandestine, sa position est celle de la fermeté et de la fermeté contre ceux qui exploitent l'immigration clandestine. Et en ce sens, la position de François Hollande n'est pas de reproduire ce qui a pu être fait dans d'autres pays ou un petit peu dans le passé, une sorte de régularisation généralisée. Donc sa position, c'est celle de situations qu'il faudra régler au cas par cas sur la base de critères très clairs. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les préfectures. Gilles Leclerc. Non, parce qu'il n'y a pas de règles. On examine les cas. Oui, on examine
les cas, oui, mais c'est l'arbitraire. Il n'y a pas de règle, vous ne pourrez pas me citer un texte qui dit voilà les critères sur la base desquels, de durée de présence en France, le fait d'avoir des enfants scolarisés, le fait d'avoir un travail, sur la base desquels on va admettre au séjour un certain nombre d'étrangers qui aujourd'hui sont en situation illégale tout en étant inexpulsables. Et puis troisième chose, il y a nos compatriotes immigrés qui respectent nos lois, qui vivent ici dans la légalité, qui ont des droits et des devoirs comme tout le monde. Et là-dessus, François Hollande entend qu'ils soient respectés et que leur dignité soit respectée. Eh bien, on va reprendre ces 3 points. On va revenir sur le premier, l'immigration économique. Ce débat annuel au Parlement proposé par François Hollande, vous répondez quoi, Florian Philippot, pour le Front National? Déjà, je vais quand même parler un petit peu du sujet en général, parce que j'ai regardé ce que propose François Hollande dans son projet présidentiel. Sur l'immigration, ça se résume à 4 lignes et demie. Donc je conduirai une lutte implacable contre l'immigration illégale et les filières, je sécuriserai l'immigration légale, les régularisations seront opérées au cas par cas sur la base de critères objectifs, ce que vous venez de dire effectivement. Oui, il n'y a pas plus, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, mais c'est bien, enfin ce sont des grands principes, mais sur l'immigration économique, qu'est-ce que vous dites? Bien, ce que nous disons, c'est que l'exemple que Delphine Batho a pris est très intéressant, l'exemple des secteurs avec des pénuries. Pourquoi il y a pénurie? Alors le grand patronat nous explique, et là je vois que vous reprenez en fait exactement les arguments du grand patronat, ou du rapport Attali d'ailleurs de 2008, dont on sait l'inspiration très ultra-libérale, nous dit, écoutez, il y a des emplois en France qui ne sont pas pourvus dans un certain nombre de secteurs, et donc il faut faire appel à l'immigration pour pourvoir ces emplois. Et donc l'immigration se justifie ainsi, et certains rapports même nous disent qu'il faudra donc en Europe d'ici 2050 37 ou même 45 millions d'étrangers supplémentaires à admettre. Oui, mais simplement le problème, c'est pourquoi y a-t-il des emplois qui ne sont pas pourvus en France? Est-ce que c'est parce que le peuple français serait congénitalement paresseux? C'est ça. Ce serait ça la question? Parce que pourquoi les Français n'accepteraient pas de prendre ces postes? Pourquoi cette infirmière française, par exemple, dont vous parlez, n'accepterait pas de prendre le poste d'infirmière dont vous avez fait mention tout à l'heure? Parce qu'elle serait paresseuse? Non, bien évidemment. Ce n'est pas ma conception du peuple français, et les Français ne sont pas paresseux. C'est-à-dire que sur ce point, vous de l'immigration économique, très clairement, vous dites quoi? Vous dites qu'il ne faut pas ce type d'immigration, ou il faut la limiter. Qu'est-ce que vous dites précisément là-dessus? Le raisonnement derrière, il est tout simplement de continuer à pouvoir sous-payer ces emplois-là. Et pour cela, eh bien, les patrons, les grands patrons savent qu'ils peuvent faire appel à une immigration sans limite, une réserve d'immigration sans limite. Vous voyez, il est beaucoup plus pratique de faire appel à l'immigration que d'augmenter les salaires. Mais si vous n'avez plus d'immigration, quand vous dites sans limite, vous serez obligé d'augmenter les salaires. Juste, Florian Philippot, quand vous dites sans limite, on sait aujourd'hui que le sans limite, c'est quelques milliers de personnes par an, c'est pas considérable. Non, l'immigration professionnelle, c'est 30 000 personnes par an. 30 000 personnes par an, 30 000, 15 000, les chiffres varient, mais à peu près 30 000, entre 15 et 30 000, on va dire, personnes par an. 30 000 si on prend toutes les statistiques, parce que 15 000, c'est le chiffre de M. Guéant qui l'a sorti et qui n'est pas juste. Et vous dites quoi par rapport à ces 15 à 30 000 personnes Moi, ce que je dis, vous dites, on continue, on arrête? Mais non, on arrête, bien sûr. On a 5 millions de chômeurs en France. Il y a une étude qui vient de sortir au Royaume-Uni qui a démontré, c'est un organisme officiel qui l'a faite, cette étude, c'est pas le Front National, hein. C'est une étude qui a été faite par un organisme parapublic rattaché au gouvernement qui a démontré qu'il y avait bien un lien entre augmentation de l'immigration et augmentation du chômage, qui a même été quantifié. Sur un autre aspect de l'immigration qui est le regroupement familial, donc on passe à un autre sujet, donc immigration économique. Je vais quand même terminer parce que Mme Batho a pu exposer tout le programme, le non-programme en réalité de François Hollande, mais je ne peux pas parler de mes propositions. Et puis on parlera ensuite du regroupement familial. Voilà, exactement. Simplement, je voudrais d'abord souligner une première chose, c'est que le gouvernement en place, c'est celui de M. Sarkozy et de M. Guéant. Et que quand j'entends Mme Batho et quand j'entends son candidat, M. François Hollande, je me dis qu'en réalité, François Hollande doit être assez d'accord avec ce qu'a fait Sarkozy, puisque en termes d'immigration légale, sous Lionel Jospin, il y avait à peu près chaque année 150 000 titres de séjour accordés. Toute l'immigration légale confondue. Hein. Sous Nicolas Sarkozy, maintenant, c'est 200 000 par an. Donc il y a encore plus d'immigration légale. J'ai envie de dire que Nicolas Sarkozy, qui avait promis l'immigration choisie en 2007, finalement, il a fait du super Jospin. Il a fait encore plus d'immigration. Donc je pense que ça devrait plaire au Parti socialiste. Je vous repose la question. Vous avez donné votre position sur l'immigration économique. Vous dites on arrête. D'un mot, parce que je crois que c'est assez simple votre position là-dessus, le regroupement familial, dorénavant, il est interdit selon votre programme. On arrête par exemple l'immigration économique et on met fin à cet absurde numerus clausus dans les domaines médicaux. Dans les domaines médicaux. Très clair qu'on puisse avoir votre réponse sur ce point. Oui. Vous dites on interdit dorénavant le regroupement familial. Le regroupement familial, il doit être terminé, il faut y mettre fin. Et attendez, ça n'est pas terminé, parce que quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un débat de fond. Juste la question, c'est
quelle est votre position par rapport à ce qu'a annoncé ou ce que va dire effectivement Nicolas Sarkozy dans les prochains jours? On sait qu'il y a une interview dans le Figaro Magazine où il propose un référendum sur cette question des étrangers. Là, il y a beaucoup de choses à dire parce que Nicolas Sarkozy faire des référendums, c'est un peu fort de café. Ça sent à plein nez l'électoralisme, cette proposition. C'est l'ennemi du référendum, Nicolas Sarkozy. Il a empêché il y a quelques mois le référendum grec. Il a fait passer en 2008 la Constitution européenne, d'ailleurs avec le Parti socialiste, contre l'avis du peuple exprimé par référendum en 2005. Il a supprimé en 2008 de la Constitution le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne. Et maintenant, il voudrait se faire passer pour l'ami des référendums, ça n'a pas de sens. On a entendu votre réponse. Je voudrais juste... J'ajoute juste Florian Philippot, donc on laisse la parole aussi à Delphine Bateau. Donc sur les deux questions, regroupement familial d'une part et la proposition de référendum de Nicolas Sarkozy. D'accord. Sur le regroupement familial, les choses sont très simples. Il n'y a pas à en débattre. Ça correspond à ce qu'est un droit fondamental. Donc là, on n'est pas dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur une immigration économique. Il y a pour tout individu le droit de vivre en famille. Donc il n'y a pas à débattre. Il y a à combattre les abus s'il y en a, mais le droit pour un Français... On va laisser répondre Delphine Bateau juste un instant. Oui, ce n'est pas une position morale que vous avez. C'est que vous êtes enserré. Non, il y a effectivement, je vous le confirme, la démocratie, dans une jurisprudence européenne, il faut l'expliquer à nos auditeurs et nos téléspectateurs. La démocratie ne vaut pas que pour le droit de se présenter aux élections. La démocratie, ce sont des principes concrets, parmi lesquels, effectivement, il y a la Déclaration des droits de l'homme, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit quelque chose extraordinaire pour lequel le peuple français a fait la Révolution française, qui est le droit notamment de vivre en famille, je ne savais pas qu'on avait fait la Révolution française pour le regroupement familial, de ne pas être soumis à l'arbitraire dans sa vie privée. Donc ça, c'est quelque chose dont il n'y a pas à discuter. Mais là, vous êtes la caution morale du grand patronat, vous en êtes consciente ou pas? En ce qui concerne, je vais vous répondre sur le grand patronat. Répondez, c'est intéressant. Je réponds aux questions de Magali Aron, si vous le voulez bien. On va laisser Delphine Bateau s'exprimer, parce que là, vous l'interrompez beaucoup, donc on l'entend. Le référendum, il aura lieu le 22 avril et le 6 mai. Pourquoi il n'y aurait pas un référendum sur la hausse de TVA? Pourquoi il n'y aurait pas un référendum sur le bouclier fiscal, sur la baisse de l'impôt de solidarité, sur la fortune? Donc on voit bien la stratégie qui est celle de Nicolas Sarkozy, qui est une stratégie de division, alors que ce que veut François Hollande aujourd'hui, c'est rassembler les Français. Ensuite, moi, je voulais répondre sur le chômage et les salaires, si vous le voulez bien. S'il y a aujourd'hui 1 million de chômeurs supplémentaires, 1000 chômeurs de plus par jour, s'il y a cette construction d'une usine Renault au Maroc, alors que Renault a eu 3 milliards de prêts de l'État, c'est la responsabilité du gouvernement et de la politique qu'il mène actuellement. Ce n'est pas la faute aux immigrés. S'il y a un pouvoir d'achat qui n'augmente pas, c'est à cause de la hausse des prix du gaz, des loyers, de l'électricité. Ce n'est pas la faute aux immigrés. Ensuite, vous vous trompez. Vous avez l'air de dire qu'il y a une forme de dumping salarial. Ça peut exister dans un certain nombre de secteurs, mais ce n'est pas la réalité des exemples précis que je prenais. Si on prend le cas des infirmières, il y a un manque d'infirmières en France. On peut prendre l'exemple des médecins étrangers. Moi, ce que je veux souligner, la question que je veux vous poser... Évidemment, on limite le nombre de médecins français. Delphine Bateau vous pose une question, vous y répondez, et puis on passera à la deuxième partie du débat. Le Front National a changé de ligne sur l'immigration. Vous étiez pour renvoyer tous les immigrés. Ce n'est plus le cas. Vous étiez pour retirer la nationalité française à 2,5 millions de Français qui ont acquis la nationalité française depuis 1974. Vous avez enlevé ça de votre programme lors des européennes de 99. Vous étiez contre les naturalisations. Maintenant, les naturalisations sont dans votre programme. Vous étiez contre les cartes de séjour de plus d'1 an. Maintenant, il y a des cartes de séjour de 3 ans dans le programme du Front National. Vous étiez contre l'immigration. Vous étiez pour l'immigration zéro. Et maintenant, je lis dans votre programme que vous êtes pour qu'il y ait 10 000 immigrés. C'est-à-dire que vous-même, contrairement à ce qu'est tout votre discours, tout ce qui est votre fonds de commerce depuis des années, vous êtes obligé d'admettre qu'il y a une réalité incontournable, qu'on veuille ou pas, qui était un fait incontournable, qui est celle des flux migratoires. Et ça me paraît significatif sur cette de voir le décalage qu'il y a entre la réalité de votre programme, qui n'est absolument pas sérieux. Je pense que votre programme en matière d'immigration, il est aussi sérieux que celui sur la sortie de l'euro. C'est une supercherie. Florian Philippot, est-ce que vous avez effectivement, comme le dit Delphine Bateau, atténué votre position, voire fait évoluer votre position sur l'immigration ou pas? En tout cas, je crois que c'est plus sérieux nos 2 pages de propositions que les 4 lignes et demie de François Hollande. Ça, on nous l'accordera quand même. Les 10 000 personnes qui resteraient, par exemple, elles resteraient sur quels critères pour vous? Écoutez, nous, on a un critère assez simple, c'est qu'on veut en France accueillir des étrangers dans une proportion raisonnable, parce qu'on ne va pas continuer à accueillir chaque année l'équivalent de la ville de Rennes en pleine crise économique. On a 8 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs en France. On dirait qu'on l'oublie. Sur quels critères resterait-il sur le territoire français? Eh bien, des gens qui apportent à la France, qui sont amoureux de la France, qui lui apportent. Ce serait essentiellement, à mon avis, des étudiants.
Ce serait à mon avis essentiellement des étudiants qui apportent à la France. Monsieur Philippot, ce ne serait plus qu'un débat de chiffres. Donc la question n'est plus est-ce qu'il y a... Excusez-moi, mais entre 200 000 la ligne Sarkoland et 10 000 la ligne Marine Le Pen, il y a une petite différence. Alors, parce que vous savez, il y a une immigration chaque année avec le Front National. Il y aura une petite immigration vers la France, tout à fait, parce qu'on peut aussi accueillir des talents. Florian Philippot, votre différence sur le sujet avec Delphine Batho, mais à ce stade du débat, je vous propose d'élargir un petit peu notre réflexion en écoutant Patrick Weil. Il est historien et politologue. Il vient de publier 80 propositions qui ne coûtent pas 80 milliards chez Grasset. Et pour lui, l'immigration n'est pas un coût, mais un apport pour notre pays. Il est au micro de Julien Cernobori. Si nous sommes aujourd'hui 65 millions, alors que les prévisions démographiques pour la France étaient que nous serions 42 millions ou 45 millions, quand on les faisait il y a 50 ans, ces prévisions, c'est bien sûr lié au fait que les femmes françaises et les couples ont fait plus d'enfants que prévu, et c'est aussi lié au fait que nous sommes un vieux pays d'immigration et que 25% de la population a au moins un grand-père ou une grand-mère qui avait une nationalité étrangère. Voilà. Donc ça a été, au total, comme la population, c'est un atout pour un pays, pour sa force, l'immigration a plutôt été, je pense, un atout. L'important, c'est de reconduire à la frontière les étrangers les plus dangereux. La priorité, c'est que ceux qui sortent de prison ne reviennent pas, pour avoir fait du trafic de drogue par exemple, ne rentrent pas dans leur quartier. Et ça, ils ne sont pas à 30 000, ils sont quelques centaines, mais c'est ceux-là qui doivent être, c'est ceux qui sont dangereux pour l'ordre public, qui doit être la priorité d'un gouvernement qui veut reconduire des étrangers à la frontière. On l'a donc entendu, selon Patrick Weil, une immigration plutôt positive. Alors au Front National, ce n'est pas tout à fait votre vision des choses. Vous voulez entre autres supprimer toute une série d'aides aux immigrés. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Marine Le Pen en particulier veut mettre fin à ce qu'elle appelle les pompes aspirantes de l'immigration, ce qui, d'après elle, encouragerait l'immigration en France aujourd'hui. Parmi ces pompes aspirantes, il y a l'aide médicale d'État qui sert aux étrangers sans ressources. Qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers sans ressources? On les laisse mourir? Clandestins. Il faut préciser quand même, en situation illégale. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir dans la situation actuelle? Oui, c'est bien votre façon de poser la question, c'est intéressant. D'ailleurs, je réponds quand même à ce qu'on a entendu, parce que c'est bizarre, les experts qu'on entend toujours dans les médias nous disent toujours que l'immigration, ça rapporte des dizaines de milliards d'euros par an. Qu'est-ce qu'on doit être un pays riche? Parce que vu l'immigration qu'on fait depuis les années 60, on doit être devenu extrêmement riche. Ça contredit l'enquête britannique, ça contredit une enquête du Conseil d'analyse économique de 2009, ça contredit les travaux d'autres universitaires, comme M. Lolland par exemple, comme M. Gourevitch, qui disent tout à fait l'inverse. Entre 32 et 60 milliards d'euros par an. Vous manipulez les chiffres. Le seul chiffre vous connaissez les études de M. Lolland, par exemple? Le seul chiffre qui existe sur le coût ou pas pour l'économie de l'immigration dit que ça rapporte 12,4 milliards de dollars chaque année à l'économie française en cotisation sociale, retraite, etc. C'est la seule étude qui existe. Alors à ce moment-là, je vais vous faire une proposition. Multiplions par 5 l'immigration, comme ça on aura 60 milliards par an. 5 fois 12. Je n'ai pas dit cela. Mais pourquoi voulez-vous manipuler les études? Florian Philippot, on ne va pas partir dans une querelle de chiffres sans fin. Est-ce que Florian Philippot, moi je ne dis pas les vous pouvez répondre sur l'aide médicale d'État qu'on attaque attaque le débat sur ce point-là? Ces études, elles existent, mais il y en a d'autres. Il faut tout lire. L'aide médicale d'État, on la supprime. Qu'est-ce Oui, on la supprime. Elle a été créée par Lionel Jospin en l'an 2000. À l'époque, elle coûtait 60 millions d'euros par an. Aujourd'hui, elle a été maintenue par Nicolas Sarkozy. De toute façon, il fait pareil que Jospin. Je l'ai dit, c'est Monsieur Plus. Et aujourd'hui, elle coûte pour la première fois cette année plus de 600 millions d'euros. 10 fois plus. Bien écoutez, on n'est pas des monstres. Les gens qui sont dans la rue, qui sont en situation illégale, qui sont au bord de mourir ou qui sont dans une situation très délicate, on va les soigner. Mais on ne va pas organiser comme ça une immigration médicale sous prétexte de mettre en place... Pour ça, il faut des financements. Vous savez combien de personnes ont bénéficié l'année dernière de l'aide médicale d'État? Plus de 150 000. Ce sont des chiffres officiels, ça. Donc dites-moi pas qu'il y avait 150 000 personnes sur le trottoir en train de mourir. C'est tout à fait autre chose. Il y a d'autres soins. À un moment, en plus, on est en train de dérembourser les médicaments pour tout le monde, où on est en train de faire en sorte que le forfait hospitalier augmente. Je trouve qu'il y a là des choix, des priorités effectivement à assumer. Et pour nous, c'est une priorité budgétaire et une priorité de politique d'immigration, parce que l'immigration clandestine, on ne luttera pas contre elle en expulsant simplement, parce que ça, je veux dire, l'an dernier, il y a eu plus de régularisation que d'expulsion sous Claude Guéant, mais en mettant fin aux pompes aspirantes, à ce qui attire l'immigration. On va demander son avis à Delphine Batho. Qu'est-ce qu'on fait avec cette aide médicale d'État qui effectivement est une aide qui est destinée aux personnes qui sont en situation irrégulière en France? Ça, c'est incontestable. 150 000, près de 200 000 parfois, personnes en bénéficient par an. Ça coûte effectivement 600 millions d'euros.
on le réforme, on dit qu'il faut le faire parce que c'est la vocation de la France. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors d'abord, je voudrais dire que si l'aide médicale d'État a augmenté avec le nombre de personnes que vous dites et le coût budgétaire qui est lié, c'est parce qu'elle a été depuis 2008 ouverte aux résidents étrangers européens. Et donc par rapport à ce qu'est la vision du Front National où il fallait privilégier l'immigration européenne et non pas l'immigration d'autres continents, c'est juste une remarque. Ça c'est la première chose. Dans les rapports officiels du Parlement, vous savez, la République française, dans la République française, il y a un Parlement qui fait des rapports mais vous avez vu ça où ? qui a... Non, mais le problème du Front National n'est pas dans les rapports du Parlement. Non, ça c'est sûr. Je vous demande où est-ce que vous avez vu qu'on voulait privilégier l'immigration européenne et plus que... Ah, dans les discours récurrents de gens comme M. Gollnisch. Non, parce qu'on veut mettre fin à l'immigration. Je vous dis, on l'a ramené à 10 000 titres de séjour. Sur l'aide médicale d'État, Delphine Batteau, ensuite, qu'est-ce que vous faites ? L'aide médicale d'État a été créée non pas par rapport à la politique d'immigration, elle a été créée par rapport à la politique de santé publique. Et elle remonte à un principe ancestral qui date de 1893, qui est la prise en charge des nécessiteux lorsqu'il y a des besoins sanitaires par rapport à des maladies sérieuses, puisque ce n'est pas toutes les dépenses de santé qui sont prises en charge de l'aide médicale d'État. Et il y a une dimension de santé publique qui est très importante. C'est-à-dire, vous comprenez bien que si on a sur le territoire quelqu'un qui est malade, qui tousse, qui a la tuberculose, par exemple, eh bien, mieux vaut que cette personne soit prise en charge par notre système de santé, soit soignée pour des raisons à la fois humaines, humanitaires et à la fois pour des raisons de santé publique. Vous faites venir une nouvelle immigration en agissant ainsi. Bien entendu, vous lancez un signal très fort. Vous lancez un signal très fort. Nouvelle question de Luc Brunner. Je vous écoute. Florian Philippot, Nicolas Sarkozy a proposé de durcir les conditions de mariage mixte entre Français et étrangers. Votre position sur ce sujet ? Donc je ne sais pas ce que ça veut dire durcir, parce que Nicolas Sarkozy, il fait toujours des promesses comme ça quelques semaines avant une élection, et puis finalement il ne se passe jamais rien. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Il faut contrôler qu'il n'y ait pas de mariage blanc, bien sûr. De faire en sorte qu'il n'y ait pas en plus une immigration nuptiale qui est déjà importante. Alors comment vous le contrôlez ? Eh bien, écoutez, ça, il y a des processus administratifs qui existent pour contrôler. Administratifs pour contrôler les mariages et l'amour entre deux personnes, par exemple. Oui, non. Ça, c'est gentil de dire ça, mais les choses sont souvent plus compliquées que ça. Il suffit de regarder. Vous savez, ça existe déjà. Il y a déjà des enquêtes qui sont faites chez les gens pour voir si, effectivement, ils vivent ensemble, s'ils partagent leur vie, si, effectivement, c'est un vrai mariage, etc., etc. Eh bien, il faut contrôler les choses. Mais je veux dire, ça, c'est un point de la politique d'immigration. Mais une politique d'immigration sérieuse, et j'en reviens au point que j'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est que la politique d'immigration, comme toute votre politique économique d'ailleurs, et vous vous plaigniez des délocalisations de Renault tout à l'heure, mais sont liées, sont enserrées dans des règles européennes, CEDH, mais aussi Union européenne, que vous avez acceptées tous ensemble, UMP et PS. Quand vous vous plaignez des délocalisations... Excusez-moi, la délocalisation, la création de cette entreprise Renault au Maroc, c'est la faute à l'Europe ? C'est la faute à vous qui avez soutenu cette Europe. Vous ne pensez pas que l'État qui est au conseil d'administration de Renault a une responsabilité ? 15%, oui. Vous ne pensez pas qu'il était possible de faire quelque chose quand il y a 3 milliards d'euros ? Mais quand vous avez un continent qui met en place le libre-échange généralisé, qui oblige à déréglementer les services publics, qui oblige à ouvrir notre économie à la mondialisation, qui oblige à pratiquer l'ultralibéralisme, et quand on soutient d'ailleurs une majorité socialiste qui a compté quand même Lionel Jospin, qui est quand même le Premier ministre qui a le plus privatisé sous la Ve République, je crois qu'on ne doit pas être fier, on ne doit pas dire qu'on défend les travailleurs. On ne défend rien les travailleurs quand on est pour cette Europe ultralibérale. Et c'est la même chose dans l'immigration. Cette Europe-là, elle oblige à beaucoup de choses. Florian Philippot, d'un mot, l'axe de votre politique en matière économique vis-à-vis de l'immigration, c'est préférence nationale en particulier pour l'emploi. Comment vous faites en 2 mots ? Priorité nationale, c'est-à-dire, on pourrait d'ailleurs appeler ça patriotisme social. C'est un patriotisme social, comme il y a le patriotisme économique dans notre projet. Plus les patrons qui vont employer des immigrés, on fait comme aux États-Unis, si vous voulez, on fait en sorte que les entreprises, d'abord, essaient de trouver un emploi auprès d'un Français et que Pôle emploi essaie de trouver des demandeurs d'emploi français. Et s'il y a par hasard une compétence, une expertise qui n'existe pas parmi les Français, eh bien, on peut faire appel à un travailleur étranger. C'est un principe de bon sens en crise économique tout de même, quand on a 5 millions de chômeurs, d'essayer de réduire ce nombre de chômeurs. Parce que la cause principale du chômage, ça n'est pas l'immigration, je suis d'accord avec vous. Vous avez fait croire que je pensais ça. Personne ne pense ça chez nous. Mais la cause principale, c'est votre ultralibéralisme et le fait que vous avez ouvert en grand les frontières à la mondialisation, que vous avez affaibli l'État par votre Union européenne. Mais malgré tout, l'immigration a un rôle. L'immigration a un rôle dans le chômage. Bien entendu. Non, je trouve ça fascinant. La façon dont, un peu à la façon d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, vous en prenez aux plus faibles et vous ne dites jamais un mot. Qui ça ? De vous, de la finance, des actionnaires, à croire que tous les malheurs
des salariés français sont la faute aux immigrés. Jamais un mot sur la finance. Vous ne proposez pas la même imposition sur le capital et le travail. Vous ne proposez pas de réforme fiscale. Vous ne proposez pas, par exemple, de créer une taxe sur les banques. Toute cette question de la spéculation des marchés financiers est totalement absente. Vous êtes trop concentré dans les 4 lignes et demie de François Hollande, là. Un peu plus au sujet. Le droit de vote des immigrés aux élections locales, Delphine Batho, ça s'appliquerait à partir de quelle élection, à partir de quelle date ? Si François Hollande est élu demain président de la République. Ça s'appliquerait à partir du moment, vous le savez, qu'il faut une réforme constitutionnelle pour pouvoir tenir cet engagement, qui est un engagement ancien de la gauche. Des premiers mois ? Ça fera partie de la réforme constitutionnelle. Il y aura d'autres changements dans la Constitution que nous proposerons. Ça veut dire qu'en 2014, il y a des élections locales en 2014. Ça vous paraît une bonne date pour... Je l'espère, mais nous verrons dans le cadre du processus de révision constitutionnelle. Par contre, la règle, ce sera pour des étrangers en situation régulière qui respectent nos lois, qui participent à notre économie, qui participent de la richesse nationale, qui vivent en France depuis plus de 5 ans, qui payent des impôts, qui sont comptés, vous savez, lorsqu'on fait les dotations pour les collectivités territoriales, cette population, évidemment, de nos compatriotes immigrés est prise en considération. Donc c'est quelque chose qui nous paraît normal, qui est pratiqué par plus de 30 pays dans le monde, notamment le Canada, Israël, de nombreux pays européens. Donc c'est une réforme tout à fait normale. Et d'ailleurs, ça répond à quelle exigence? Vu les changements de ligne du Front National, peut-être que vous serez pour le droit de vote lors de la prochaine campagne présidentielle. Vous ne ferez croire à personne qu'on est pour l'immigration aujourd'hui. Vous savez, vous ne serez pas crédible. Alors, je pensais qu'un jour sur deux on est nazi, le lendemain on est pro-immigration. Il faudrait que vous définissiez une ligne. Alors, tout le monde est nazi. Maintenant, M. Guéant est nazi. Delphine Batho, Florian Philippot, il nous reste 7-8 minutes dans ce débat. Et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves, s'il vous plaît. Et première question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Oui, une question qui vous est adressée. Si le Conseil constitutionnel, à propos des parrainages et des promesses de parrainage, rejette la requête que vous avez manifestée auprès de lui, vous avez d'ailleurs été rejoint par Christine Boutin et Corinne Lepage, qu'est-ce qui se passe si la semaine prochaine, le Conseil constitutionnel dit on ne change pas les règles du jeu en cours de écoutez, de toute façon, on continue à se battre là sur le terrain pour avoir ces parrainages et on continuera. On ne va jamais baisser les bras. On est à combien aujourd'hui? Vous pouvez donner un chiffre? On est à peu près à 380. On essaie, on continue, ça rentre un peu, voilà, mais ça n'est toujours pas suffisant et on ira jusqu'au bout. Mais si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, parce que c'est ça la question suivante, si elle ne peut pas être candidate, alors je me dirais que nous ne sommes plus vraiment en démocratie ni en république. Et je trouve que les propos de Nicolas Sarkozy, comme ceux de certains responsables du Parti Socialiste, pas tous, mais M. Julien Drey par exemple, eh bien, sont assez indignes. Monsieur Julien Drey qui dit écoutez, moi finalement ça ne me dérangerait pas si une candidate qui représente un Français sur 5 au premier tour n'était pas là, ce serait pas si grave que ça. Je trouve ça assez grave. Candidate à l'élection présidentielle ne parvient pas à recueillir 500 signatures, est-ce qu'elle est capable de diriger un pays aujourd'hui ? Oui, ça c'est un peu facile, mais si vous voulez, c'est le même terrorisme qu'on faisait avant l'arrivée de François Mitterrand en 80 en disant attention, il y aura les chars soviétiques et tout ça, on essaie de faire peur. Vous savez, les maires qui donnent pas leur parrainage et qui d'ailleurs souvent nous disent qu'ils voudraient voter quand même pour Marine Le Pen, ils n'ont pas de pression de leurs administrés, il n'y a pas de pression qui vient d'en bas. Il n'y a jamais quelqu'un qui va aller voir le maire en disant monsieur le maire, donnez pas votre signature à Marine Le Pen, quelle horreur. Ça n'existe pas. Ce sont des pressions d'en haut. Ce sont des pressions d'en haut. Capter les signatures comme le faisait auparavant Jean-Marie Le Pen. On sait qu'il y a eu quelques flottements au sein du Front National, peut-être un rajeunissement des troupes. On a mis en place une cellule depuis le mois d'avril 2011. On est sur le terrain. Vous savez, ce sont des mères de famille, des étudiants, des gens qui font ça bénévolement, qui sont là dans le froid, qui font des centaines de kilomètres pour aller voir les maires. Je peux vous assurer qu'on est tous mobilisés et que ça n'est pas facile. Mais il y a un vrai problème démocratique derrière cette question. On va demander, Florian Philippot, si ça gêne Delphine Batho, si par hasard, effectivement, Marine Le Pen ne se retrouvait pas en situation de pouvoir aller aux élections. Ce sera un problème. Est-ce que ça me gêne, moi? Non. Mais ce sera un problème, évidemment, dans la campagne, qu'un courant de pensée ne soit pas représenté. Maintenant, il y a une règle. Vous dites un problème. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous seriez d'accord avec cet anonymat des signatures? Non. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de hasard. Si les maires ne veulent pas la donner, c'est pas seulement qu'il n'y a pas d'anonymat. Ça remonte aussi au fait, si vous voulez, que quand 80% des Français ont voté Jacques Chirac, y compris moi, c'est parce que le Front National n'est pas un parti comme les autres. C'est ça fondamentalement le problème. Maintenant, la règle, pour répondre à votre question, la règle, ce n'est pas nous qui l'avons fixée. Ce n'est pas un parti comme les autres. Non, mais la règle, on la change pas dans le dernier quart d'heure quand le match a commencé. Selon vous, le Front National ne suit pas des règles démocratiques. Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez par votre affirmation?
Je pense que c'est un parti, oui, qui continue, notamment parce qu'il fait de ce quasi seul sujet de l'immigration son axe de campagne, d'être un parti, oui, qui a une conception de la démocratie, on va dire, à géométrie variable, qui est abordée lorsqu'il est question, par exemple, de se présenter aux élections, mais pas lorsqu'il est question du droit d'un citoyen français de vivre avec la personne qu'il aime. Florian Philippot vous répond. Je vais quand même répondre à ça parce que c'est tout de même un peu fort de café de nous dire que nous ne sommes pas démocratiques alors que ça n'est pas nous qui avons fait passer le traité de Lisbonne contre la volonté du peuple en 2008, vous voyez. Quand des partis ont fait passer la Constitution européenne que le peuple souverain avait rejeté à 54,5%, ben moi je trouve ça profondément choquant, antidémocratique et anti-républicain. Nous sommes pour le référendum dans toutes les circonstances. Nous sommes pour le référendum d'initiative populaire, le vrai, Alors, pas le faux de Sarkozy. Si vous êtes pour le référendum en toutes circonstances, donc question sur les grands sujets, bien évidemment, et mécanique, par exemple, que pensez-vous par exemple sur le sujet Gilles de l'indemnisation des chômeurs, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne question à poser aux citoyens français par l'intermédiaire d'un référendum? Ça se réglerait d'une manière tout à fait différente. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec sa proposition. C'est pas une vraie question. On va pas culpabiliser les chômeurs. Pour le Front National. Non, la vraie question sur l'emploi, c'est de savoir pourquoi on n'a pas d'emploi et pourquoi il faudrait changer la politique économique. Alors moi, je dis à Monsieur Sarkozy, faites un référendum. Vous êtes pour les référendums, mais pas sur l'immigration. Effectivement, je vais vous donner un exemple de référendum. Et vous n'êtes pas non plus pour les référendums qui traitent de la question ce sont des référendums électoralistes gadgets du chômage. Quelle serait une bonne question utile pour un référendum à vos yeux? Sur l'emploi, par exemple, je dirais à Monsieur Sarkozy, faites un référendum sur la politique commerciale de la France. Est-ce qu'on continue avec le libre-échange à la sauce UMPS ou bien est-ce qu'on met en place des protections intelligentes aux frontières ciblées sur la concurrence déloyale pour réindustrialiser la France? Voilà une vraie question et c'est comme ça qu'on réglera le problème du chômage, pas avec les gadgets électoralistes de Sarkozy. Marine Le Pen, entre autres, voudrait remettre en cause l'IVG en touchant au remboursement de l'IVG. Est-ce que ça sera un sujet de référendum et est-ce que vous confirmez cette volonté de toucher à ce qui est souvent présenté comme un acquis? Non, ce ne serait pas un sujet de référendum. C'est un sujet qui n'est pas du tout dans les préoccupations des Français. Ça intéresse beaucoup les journalistes, mais très peu les Français, je vais vous le dire. Ça intéresse les femmes aussi. Ce qui intéresse beaucoup les Français aussi, c'est de savoir pourquoi on parle toujours de ces déremboursements-là et pourquoi on n'accuse jamais Nicolas Sarkozy qui a fait 300 déremboursements de médicaments, qui veut dérembourser des médicaments d'Alzheimer. Ça choque pas. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi Non, pas dans les cas, si vous voulez, les plus extrêmes, pas dans les cas, par exemple, pour les mineurs, etc. Mais dans un certain nombre de cas, oui, ça peut se justifier, tout à fait, parce que nous sommes pour la mise en place d'une vraie politique nataliste et familiale qui puisse inciter les femmes à avoir le choix et qui puisse faire en sorte qu'on soutienne véritablement les familles, qui sont quand même les grandes oubliées de cette campagne et les grandes oubliées du gouvernement Sarkozy et des gouvernements socialistes. Autre question de société, si j'ose dire. Que pensez-vous au Front National, mais aussi, question pour Delphine Batho, de la possibilité de pénaliser les clients de la prostitution? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Réponse rapide, Florian Philippot. Non, vous êtes pour, Delphine Batho? Je pense encore une fois que c'est pas une préoccupation essentielle. Franchement, pourquoi on parle de ça en élection présidentielle? On a un problème du chômage, problème de la dette, problème des politiques commerciales de l'Europe. La grande oubliée aussi de la campagne. On continue avec leur Europe. Là, ils vont signer un traité le 21 février. Le Parti socialiste dit qu'il faudrait qu'il soit encore plus fédéral. C'est la bonne façon de faire, en tout cas, pour lutter éventuellement contre la prostitution. D'ailleurs, ça rejoindrait notre problème sur notre débat sur l'immigration. Il y a eu beaucoup de clandestines aussi parmi les prostituées. À l'Assemblée nationale sur cette question. Sur la question des femmes, je voulais juste rappeler que le Front National est aussi pour la suppression de la parité. Je crois que nous sommes le seul mouvement à présenter une candidate qui a toutes les chances de l'emporter. Oui, mais vous voyez, face à tous ces messieurs. Féminisme, si vous nous dites qu'avec Marine Le Pen comme candidate, on n'est pas féministe, vous n'allez pas convaitre grand monde. Vous êtes opposé à la parité. Mais parce que c'est un principe, si vous voulez, comme Elisabeth Badinter d'ailleurs, c'est un principe philosophique. Nous, si vous voulez, entre un homme qui est bon, une femme qui est mauvaise, ou une femme qui est bonne, un homme qui est mauvais, on préférera toujours le bon. Voilà, c'est ça qu'on regarde. Nous, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas le sexe, etc. Ça nous empêche pas d'ailleurs de présenter toujours à parité quand même des candidats. Mais nous, ça se fait naturellement, on n'a pas besoin de forcer. Et on présente encore une fois une femme parmi tous ces messieurs à l'élection présidentielle. Donc si vous voulez, c'est un faux procès. Nous sommes pour la valorisation toujours du mérite, du talent, de la compétence, et certainement pas pour cette fausse diversité anglo-saxonne, diversité sexuelle ou bien raciale, etc. Donc c'est bien qu'il n'y ait que 18% de femmes à l'Assemblée nationale. C'est pas que c'est bien, Si on mais votre méthode, vous savez, elle nous amènera pas grand-chose. Si c'est pour avoir une femme qui dit la même chose que son voisin homme, c'est-à-dire qu'il faut continuer avec cette Europe-là, avec l'immigration, etc., qu'est-ce que ça apporte au débat politique, honnêtement? Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Eh bien, écoutez, autant avoir des femmes qui soient compétentes. Florian Philippot, Delphine Batho, de la politique. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.
Le 4 mars prochain, Vladimir Poutine redeviendra sans doute pour la 3e fois président de la Fédération de Russie. Avec quelles ambitions pour lui, pour son pays, avec quelle pratique du pouvoir ?